Salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui pour ce premier épisode de Critique en série, on va s'attaquer à une saga que vous avez tous forcément suivi à un moment donné. Je veux bien sûr parler de Buffy contre les vampires. S'il y a bien une série qui a réussi à embarquer tout le monde, c'est celle-là. Pour vous dire, même ma pauvre mère, elle s'est jetée quelques épisodes avec moi. Quand elle a compris que ça servait à rien d'insister, je lâcherai pas la télécommande, c'est pas la peine. À l'époque de sa première diffusion, on nous l'avait servi en première partie de la trilogie, le samedi soir. À 21h, c'était genre blackout, tout le monde s'arrête, personne ne bouge. Buffy contre les vampires. C'était comme ça. Avant d'être une série mondialement connue, Buffy contre les vampires, c'était d'abord un film. Si, je vous assure, un film. Sorti en 1993 sous le titre de Buffy, chasseuse de vampires. À l'époque, Joss Whedon, qui n'est encore que scénariste, imagine l'histoire d'une jeune lycéenne, quelconque, qui se voit attribuer la tâche d'éliminer, genre, le grand maître des vampires. Au fil de l'histoire, Buffy, contre les forces du mal, finit par se révéler comme une jeune femme forte, sûre d'elle, indépendante, alors qu'au début du film, elle est dépeinte comme faible, soumise, voire carrément superficielle. Joss Whedon pensait trancher avec l'image de la femme qu'on pouvait voir dans les films de ce genre où elles étaient plutôt là pour la puissance de leur corde vocale, ou alors, à la limite, elles pouvaient toujours découvrir un petit bout de fesse ou de nichon, au cas où le spectateur commençait à s'endormir un peu. Malheureusement pour Whedon, la réalisation du film a complètement effacé l'aspect psychologique de son histoire et a transformé le tout en une sorte de comédie horrifique post-pubère. Joss Whedon déclarera, je cite, « C'est quoi cette merde ?» Il reviendra plus tard en 1997 en tant que producteur scénariste, bien énervé, à la tête du studio Mutant Ennemi, entouré d'une équipe de scénaristes. Il rachète les droits du film Buffy, vu le navet que ça a été, il les a rachetés pour une bouchée de pain, et il s'attelle à repenser l'histoire qu'il avait imaginée 5 ans plus tôt. La bonne idée de Joss Whedon, ça a été de ne pas avoir jeté le bébé avec l'eau du bain. Le film a été un navet, d'accord. La réalisation a complètement massacré l'histoire de base, d'accord. Faut surtout pas essayer d'en faire un remake double d'accord. Mais voilà, le film a quand même apporté sa propre touche, c'est celle de l'humour. Un humour nul à chier, mais de l'humour quand même. Là où le scénario original avait tendance à se prendre un peu trop la tête quand même. Et ça, Joss Whedon, il a assez de recul pour l'admettre et assez de talent pour s'en resservir. Et voilà comment va naître Buffy contre les vampires. Un petit coup de surnaturel à la sauce, pas trop quand même, l'Amérique nous regarde, une petite blague décalée, un zeste de morale et hop, à servir sur 7 saisons. La série aura évidemment droit à son lot de produits dérivés comme toutes les grandes séries, c'est-à-dire jeux vidéo, adaptations de romans de poche, figurines, j'en passe. Comme toutes les nouvelles séries de Jones, cette saga a largement contribué à lancer des carrières. Dans le premier rôle de Buffy, Sarah Michelle Gellar, qui n'en est pas à son premier coup d'essai quand même, puisqu'elle avait déjà fait son temps dans le feuilleton familial Happy Days. C'était alors une enfant, elle devait avoir 8 ou 9 ans. On la verra ensuite plus tard dans le film Sex Intention, et plus récemment dans une espèce d'adaptation américaine d'un film d'horreur japonais. Alison Hannigan dans le rôle de Willow, qui jouera plus tard dans American Pie et sera carrément tordante dans la série How I Met Your Mother. Jonathan Brandon dans le rôle de Alex, lui désolé mais il a pas fait grand chose après. Charisma Carpenter dans celui de Cordelia, qu'on verra plus tard dans la série spin-off Angel dans le même personnage. Pour l'anecdote, sachez qu'au départ, Sarah Michelle Gellar avait en fait auditionné pour le rôle de Cordelia, mais c'est le metteur en scène qui a senti venir le truc et qui a dit à Sarah d'essayer quelques lignes de Buffy, juste pour voir. On a ici la classe absolue dans l'art de porter des vestes qui veulent absolument rien dire. J'ai nommé Anthony Stewart Head dans le rôle de Rupert Giles. Lui, c'est le doyen, dans l'âge comme dans l'expérience. Le genre d'expérience qu'on acquiert après des années de théâtre, de spectacle vivant. Le genre de mec qui faisait des pièces de théâtre en Angleterre, dans les rues. Ça, c'est pour le noyau dur de l'équipe. Viendront ensuite se greffer d'autres personnages importants comme Angel, joué par David Boreanaz, qui aura droit plus tard à sa propre série Angel, dont j'ai parlé avant, qui cartonnera ensuite dans la série Bones, qui est encore produite de nos jours. On a Spike, évidemment, interprété par James Masters, le fameux Spike. Mais bon, James, pour qui la fin de la série aura été dure, il n'arrivera pas à se détacher de cette image de vampire blond. Il se fera discret pendant longtemps et finalement il apparaîtra un temps dans la série Smallville. Je ne compte évidemment pas les rôles à but alimentaire, hein, ça on s'en fout. À ses côtés, on a la timbrée complète Drusilla, jouée par Juliette Lando. Pour moi, Drusilla, c'est le personnage le plus glauque et le plus flippant de la série. À un point où tu te demandes qu'est-ce qu'elle fout dans cette série. Le personnage, elle a des visions, elle entend des voix, elle flingue des mecs parce que son oiseau mort depuis une semaine le lui a demandé. C'est Juliette Lando, une bonne actrice, mais bon, qu'on verra ensuite surtout dans des téléfilms, genre qui passent à la télé l'après-midi, quoi. Sans oublier bien sûr Elisa Dushku dans le rôle de Face, la deuxième tueuse activée par erreur, et Oz, le loup-garou, joué par Seth Green, qui aura ensuite la meilleure carrière, je pense, parce qu'on le verra par la suite dans, par exemple, La Main Tueuse,
Les hommes de main ou encore braquage à l'italienne. Avec les saisons 4, 5, 6 et 7, on verra apparaître d'autres acteurs que je ne cite pas volontairement, pas parce qu'ils ne le méritent pas, mais je tiens à garder ma critique dans les 3 premières saisons, parce que pour moi c'est celle qui illustre le mieux ce qu'a été la série. Alors je vais vous rafraîchir la mémoire. Buffy, c'est au départ une jeune lycéenne fraîchement renvoyée de son ancien bahut de Los Angeles pour y avoir foutu le feu au gymnase. Seule solution pour buter tous les vampires qui étaient dedans. Et accessoirement, c'est en fait comme ça que se finit le film original de 1993. À 2-3 incohérences près, on peut dire que la série est en fait la suite du film. Buffy emménage donc avec sa mère dans la ville de Sunnydale. Rien que de redire ce nom, ça me fait bizarre. Sunnydale, avec son lycée, sa discothèque, sa bouche de l'enfer, sorte de passage interdimensionnel qui une fois par épisode crache un nouveau démon ou je ne sais quelle merde que Buffy doit aller zigouiller. Elle se lie d'amitié avec Willow et Alex, deux entre guillemets losers du bahut, et Cordelia, le genre un petit peu reine de balle de promo de tous les films américains. Ils finissent rapidement par savoir la vérité sur Buffy, sur les vampires, démons et autres créatures, et décident alors de l'aider dans la tâche. Le tout sous la surveillance de Giles, qui est en fait le menteur de Buffy, infiltré dans le lycée comme bibliothécaire, et hop, comme par hasard, ça tombe bien parce que c'est là que le mec range toute sa documentation sur les démons. Apparaît Angel, mystérieux, beau gosse. Buffy succombe à son charme avant de réaliser plus tard qu'Angel est en fait un vampire avec une arme. Ce qui saute aux yeux quand on regarde quelques épisodes aujourd'hui, c'est à quel point Joss Whedon a réussi à bien se foutre de nous, nous, jeunes ados. Je me souviens par exemple à l'époque comme les personnages ils avaient l'air cool, entraînants, avec un espèce de charisme. Alors tout le monde sait qu'en passant au lycée, tu vas pas forcément te mettre à tuer des démons dans les couloirs. Mais ça fait malgré tout partie des séries qui je pense ont forgé une image dans l'inconscient des gens. Et c'est sans doute aussi pour ça que ça a marché aussi bien auprès des jeunes. Mais concrètement, faut être honnête, les personnages sont des stéréotypes complets. On a bien sûr Buffy, héroïne parmi les héroïnes, enfermée dans son questionnement existentiel. Willow, sa copine timide et réservée, mais hyper douée en informatique qui arrive à quasiment tout pirater. Alex, le copain un peu amoureux, un peu con, mais marrant, bon. Cordelia, la peste, mais en fait qui a un bon fond, mais quand même, elle veut être élue pour le bal, elle a rien à foutre de vos histoires. Giles, le sage de l'équipe, il a plein de bouquins, et hop, dès qu'il y a un truc, il vous trouve toutes les infos qu'il faut. Angel, le vampire gentil qui aime la tueuse, mais attention quand même, parce qu'à la base c'est un méchant, ça peut revenir. Rien que de le dire comme ça, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est le club des 5. En fait, Buffy, c'est le club des 5 à la sauce chair de poule. Un démon arrive, on mène l'enquête, on retrouve le démon, Buffy le bute, pendant que les autres, ils essaient d'occuper la caméra du mieux qu'ils peuvent. Et si on a de la chance, Angel fait une apparition, en général au début de l'épisode, histoire de dire attention, ça peut partir en vrille. Le thème récurrent de la série reste le passage à l'âge adulte. Certains ont vu en Buffy un symbole de l'émancipation féminine. Ouais. Bon, moi je veux bien qu'on puisse analyser, mais sans aller jusque-là, je dirais surtout que les thèmes qui sont abordés dans cette série sont clairement orientés pour les jeunes. On trouve de tout. Les études, l'amour, l'avenir incertain, la drogue, même les dangers d'Internet, déjà à l'époque. Je pense à un épisode en particulier où Willow tchatche avec un inconnu et tombe limite amoureuse de ce qui s'avère être un démon qui a en fait réussi à rentrer dans le réseau informatique de l'école. On a le thème de l'image de soi, où Alex est envahi par l'esprit d'un félin et devient alors le mec dangereux, charismatique, sûr de lui, mais franchement dangereux quand même. Lui que tout le monde voit comme un loser. Et bien sûr, Buffy, dans son éternel questionnement au sujet de sa relation avec Angel, ou autrement dit, suis-je avec le bon, une question qui taraude beaucoup de nos compatriotes féminins. Voilà, cette série, sous bien des aspects, elle est stéréotypée, formatée comme le veut la société américaine, mais malgré ça, elle aborde quand même des sujets qui, quoi qu'on puisse dire, parlent beaucoup aux plus jeunes. Dans la saison 2, ce côté un peu moral de l'épisode est un peu moins marqué et laisse plus la place à l'action. Avec l'arrivée par exemple de nouveaux personnages comme Spike, Drusilla dont j'ai parlé plus tôt, Angel qui redevient méchant et qui se remet à buter des mecs, on finit même par apprendre que la ville de Sunnydale risque d'être détruite par un ennemi, je vous préviens, aussi inattendu que comique. Dans la saison 3, par contre, les personnages sont tous en plein questionnement sur leur avenir, tandis que côté vampire, on en apprend un peu plus sur leur passé et leurs origines. Les personnages de Willow, Alex et Cordelia sont un peu plus approfondis. Quant à Buffy, l'accent est mis sur ses difficultés à réunir son rôle de tueuse de vampires et sa vie de famille, en particulier ses relations avec sa mère, qui à ce moment finit par apprendre ce que fait sa fille de toutes ses nuits. La mère de Buffy, Joyce, interprétée par Christine Sutherland, que j'ai minablement oublié de citer dans le casting, qui aura fait des apparitions dans les séries Les Enquêtes de Remington Steele en 84, The Art of Being Nick en 86 et décrochera un rôle dans Chérie, j'ai rétréci les gosses en 89.
On peut dire que cette troisième saison, c'est celle de l'introspection, et ce sera le point culminant de ce que j'appelle l'esprit d'une série. Malgré qu'elle soit globalement bien réussie, dans la troisième saison, on peut déjà sentir des signes de fatigue, autant dans le scénario que dans l'interprétation, surtout et surtout de la part de Sarah Michelle Gellar, qui donne vraiment l'impression de plus trop savoir comment attaquer son personnage. Bref, tellement d'imperfections qui vont malheureusement servir d'avant-goût à ce que sera la quatrième saison, dont je ne parle pas, je vous ai expliqué avant pourquoi. Avant de commencer la conclusion, je tiens à me justifier. C'est vrai que j'ai attaqué cette critique en étant assez acide. Maintenant, je suis un fan inconditionnel de cette série. J'ai suivi tout ce qu'il y avait à suivre de cette série. J'ai même lu les romans. J'ai même lu les romans, les espèces de romans, des novélisations complètement dégueulasses. Je les ai lus. Objectivement, tu ne peux pas regarder une série de la même manière à 15 ans et à 25. Au contraire, à 25, tu vas plutôt avoir tendance à remarquer ce qui te saute aux yeux, qui te paraissait crédible quand tu avais 15 ans et qui sont juste pas possibles quand tu en as 10 de plus. Mais voilà, objectivement, cette série, elle a réussi à fédérer pas mal de gens, même si elle ne réinventait aucun code des séries américaines. Toujours la même bande de jeunes, toujours les mêmes questionnements existentiels sur l'amour, les études, l'avenir, que ce qu'on va faire de nos vies. Ça là-dessus, Joss Whedon ne réinvente rien. Au contraire, il s'en sert. Il n'est pas si naïf que ça, c'est un producteur. Au moment où il crée Buffy, il est producteur. Autrement dit, il a quand même une notion assez commerciale de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Ça, faut pas l'oublier. Concrètement, il a réussi à insuffler de l'humour dans une œuvre qui aurait été extrêmement triste si elle avait été prise au premier degré comme il avait essayé de le faire la première fois avec son premier scénario. J'espère que vous avez kiffé ma vidéo. Sinon, si ce n'est pas le cas, j'essaierai de m'améliorer dans la suivante. En tout cas, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Vous voulez commenter, commentez. Voilà, à la prochaine.